Je suis Robin Sixic, fondateur d'Andineo, et aujourd'hui c'est moi qui pitch ma boîte. Pitch ta boîte, pitch ton job. Bienvenue sur Pitch. Pitch, c'est le podcast qui parle des métiers de la tech, mais aussi de startups inspirantes. Je suis Thomas, product manager pour des sociétés de services et fondateur de la société Zatmush. Sur ce podcast, vous trouverez peut-être votre prochain job ou qui sait la future société dans laquelle investir. Je suis avec Robin Sixic de la société Andineo, une jeune startup qui accompagne les entreprises et les associations à recruter de manière plus inclusive. Bonjour Robin, bienvenue sur Pitch. Bonjour Thomas. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Robin, j'ai 25 ans, je suis jeune diplômé d'école d'ingénieur et j'ai lancé la startup Andineo en 2020. Merci pour cette présentation, je te laisse 1 minute pour pitcher ta boîte. Andineo, c'est une startup qui a vocation à aider les entreprises à mieux recruter, accueillir et communiquer sur le handicap au travail, en partant du constat qu'il y a aujourd'hui plus de 450 000 personnes en situation de handicap qui sont en recherche d'emploi et que la plupart des entreprises aujourd'hui n'arrivent pas à agir concrètement pour le handicap au travail et n'arrivent pas à mettre en place des actions. Donc tout simplement, j'ai créé un référentiel qui permet aux entreprises de s'évaluer en ligne et donc de construire un premier plan d'action. Et avec toutes les ressources de la communauté et les ressources qu'on va fournir via un conseiller, on va pouvoir permettre à l'entreprise de s'améliorer et de progresser, de suivre son progrès toute l'année grâce à la plateforme. Aujourd'hui, grâce à nos événements qu'on organise en ligne, on a pu sensibiliser plus de 250 entreprises et on a pour objectif, d'ici fin 2023, d'aider plus de 800 personnes en situation de handicap de rejoindre des entreprises de notre communauté. Merci Robin de nous avoir pitché ta boîte. Maintenant, c'est l'heure des questions. Je crée des sites web. Comment je pourrais faire en sorte que les personnes en situation de handicap ne soient pas perdues sur les sites que je crée ? Alors déjà, dans un premier temps, il faudrait vérifier que les contrastes sont suffisants par rapport aux couleurs que tu utilises. Aussi, les polices d'écriture. Il ne faut pas qu'il y ait des polices d'écriture qui soient trop élaborées. Il y en a qui sont très très bien et par rapport à celles qu'on a choisies sur notre site Andineo, on a pris la police Poppins, P-O-P-I-N-S, et en fait, celle-là, elle est vachement simple à lire. Et ensuite, il faut vérifier que le texte soit bien espacé, rédigé de manière confortable, avec des mots en gras, pour faciliter la lecture par exemple. Peux-tu me parler un peu de ton business model ? Alors concrètement, nous quand on accompagne une entreprise, on lui fournit un service à l'année, que ce soit avec les outils qu'on fournit sur la plateforme, le conseiller qui a un certain nombre d'heures disponibles pour l'entreprise, et toute une série d'ateliers qu'on organise en collectif avec d'autres entreprises pour progresser ensemble et partager des bonnes pratiques. Le conseiller, est-ce que c'est quelqu'un qui a une licence spécifique ou c'est vous qui donnez cette licence ? Alors le conseiller, c'est des personnes qu'on recrute ou qu'on fait intervenir via des structures partenaires et donc qui sont expérimentées sur le domaine, qui ont 10-15 ans d'expérience dans la RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises, ou dans le domaine RH. Et donc on leur fait confiance sur tout l'accompagnement des clients. Et toi, tu pourrais te considérer comme conseiller ou pas du tout ? Je pourrais techniquement le faire, mais je préfère avoir quelqu'un qui a du bagage, qui a de l'expérience en entreprise. Comme je vous l'ai dit, je suis jeune diplômé. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui a vraiment du recul sur les pratiques de l'entreprise, les pratiques RH, les pratiques RSE, c'est une vraie valeur ajoutée. Donc je laisse l'accompagnement et le conseil à des personnes vraiment expérimentées. Tu me parles de conseiller. J'aimerais savoir, vous êtes combien maintenant dans ta boîte ? Alors aujourd'hui, on est 7 à travailler sur le projet. Alors moi je suis le seul fondateur, mais à côté je travaille avec des freelances ou des personnes en stage sur la partie communication ou je l'aide sur la partie marketing et sur l'accompagnement des clients, et on co-construit ensemble des programmes d'accompagnement pour les entreprises, et donc ce qui fait qu'on a aujourd'hui une petite équipe projet. Est-ce que tu emploies ? Non, pour l'instant j'ai aucun salarié. On s'était rencontrés à Pépite, un dispositif régional qui permet aux zones d'entreprise de se lancer. Et je me rappelle qu'à cette époque, tu travaillais sur une montre connectée à destination des personnes en situation d'handicap visuel. Est-ce que tu aurais pas fait un pivot pour en arriver sur ton site web ? C'est ça. Alors, pour le coup, c'était une montre connectée pour les personnes sourdes. Et donc, qui permettait d'écouter les sons ambiants et donc de retranscrire le son au poignet. Ce projet-là, je l'ai arrêté parce qu'il y avait beaucoup de contraintes techniques de la R&D et des contraintes légales au
niveau RGPD, etc. Les outils que j'utilisais étaient très difficiles à manier. Donc j'ai fait un pivot et en gardant cette idée de vouloir améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap, je me suis tourné vers l'emploi parce qu'il y avait vraiment des vraies problématiques d'actualité sur lesquelles il fallait travailler en priorité. Tu as été incubé à Station F, comment ça s'est passé ? Alors effectivement, j'ai été incubé à Station F 6 mois. J'ai été accompagné d'autres entrepreneurs, à la fois du Pépite, mais effectivement, tous les entrepreneurs qu'on peut croiser à Station F, il y a vraiment un grand réseau. Ça m'a permis de développer mes connaissances dans le monde des startups, l'écosystème des startups. Il y a une vraie émulation sur place, même s'il y avait quand même le Covid qui fait qu'il y avait quand même un peu moins de monde. Et ça m'a permis de découvrir différents métiers liés aux startups, tous les sujets sur lesquels je devais me former. Et ça m'a aussi permis d'avoir des locaux. Donc j'avais une place de coworking sur place pour travailler. Et tu trouves que Station F a été bénéfique ? Complètement. C'est grâce à Station F notamment, alors grâce aux équipes qui m'ont accompagné dans Station F, que j'ai pu effectuer mon pivot stratégique dans ma startup et qui m'a permis de continuer à entreprendre. Donc c'était fondamental. Est-ce que tu as fait que Station F ou tu as été incubé dans d'autres incubateurs ? J'ai fait d'autres programmes d'incubation ailleurs. Juste après Station F, j'ai rejoint le programme d'accélération sociale qui s'appelle 21, qui est à la Croix-Rouge française, et qui m'a permis du coup de découvrir vraiment les enjeux d'impact sociétaux qu'il faut mettre en place au sein de mon entreprise. Puis j'ai fait également Live for Good, qui est un programme d'incubation qui réunit 70 entrepreneurs sociaux sur différentes thématiques, sociales et environnementales, qui m'a permis du coup de vraiment développer l'impact social de mon entreprise. Donc si je comprends bien, en fait ta startup c'est une Tech for Good. C'est ça, c'est une Tech for Good. Et d'ailleurs le programme à Live for Good que j'ai fait, il s'appelle Entrepreneur for Good. Et voilà, ça prend tout son sens. C'est bien. Finalement, comment t'es arrivé à la conclusion que tu devais lancer cette startup et pas une autre ? Alors moi, quand j'ai été diplômé d'école d'ingénieur, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie ? Est-ce que je veux vraiment rester sur le côté technique qui me passionne ? Ou est-ce que j'ai envie d'un peu d'élargir mes horizons ? Et en termes de compétences, j'ai vraiment aimé apprendre plein de choses grâce à l'entrepreneuriat, plus le fait d'avoir un impact social autour de moi. Et j'avais constaté qu'effectivement, il y avait beaucoup de camarades de classe qui étaient en situation de handicap et qui avaient des difficultés à voir, à entendre, voire même des maladies invalidantes. Et parmi mes proches, ça me tenait à cœur de pouvoir agir sur le sujet. Et donc du coup, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Croiser mes connaissances techniques, mon envie d'avoir un impact social et pouvoir aider les gens dans mon quotidien, c'était vraiment important. Et sinon, Robin, si tu devais refaire quelque chose, tu le ferais comment ? Je pense que si je devais refaire quelque chose dans mon parcours, ce serait peut-être d'entreprendre à plusieurs dès le début, parce que ça me permettrait d'avoir un soutien vraiment au quotidien, un proche qui est vraiment embarqué dans le projet. Et là, j'ai un peu compensé par l'accompagnement que j'ai eu avec les incubateurs, d'autres entrepreneurs, mes proches, ma famille. Et voilà, c'est différent de vivre vraiment à deux ou à trois quand on lance un projet de manière avec une très forte proximité, quoi. Mais qu'est-ce qui fait que dès le début, tu n'as pas entrepris avec d'autres ? C'était toi qui ne voulais pas entreprendre avec d'autres ou t'as trouvé personne qui voulait travailler sur tes thématiques ? C'est que déjà, j'avais des thématiques qui étaient assez spécifiques, mais c'est pas forcément ça qui a fait que personne ne travaille avec moi, c'est juste que moi-même, je sais pas vraiment où j'allais dans ma démarche entrepreneuriale et j'arrivais pas forcément de moi-même à embarquer d'autres personnes dans ma démarche. Et sans pour autant aussi afficher clairement que je recherchais à travailler à plusieurs. Ok. Donc en fait, si tu devais changer quelque chose, c'est peut-être montrer que tu es ouvert à avoir des gens avec toi et avoir surtout ton discours entre guillemets commercial pour pouvoir les embarquer dès le début. C'est ça. C'est-à-dire que moi je suis beaucoup pour les approches naturelles. Par rapport à mes rencontres, pouvoir embarquer les gens dans mon projet par rapport à des affinités qui se sont créées. Il n'y a pas eu d'affinités fortes qui se sont créées, ou alors il y en a qui se sont créées mais avec d'autres entrepreneurs qui avaient déjà leur projet. Et donc c'est pas dans ce cadre-là que tu vas entreprendre à plusieurs. Voilà. Mais est-ce que tu n'as pas aussi finalement appris de ces autres entrepreneurs, puisque comme tu as fait Station F, moi je me rappelle quand on a fait Pépite, on avait fait quand même des rendez-vous avec plusieurs types d'entrepreneurs. Je crois qu'ensemble on était sur apprendre à faire une vidéo. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai toujours peur moi de faire des vidéos. Est-ce que justement, par exemple, là, t'as réussi à faire ta première vidéo ou pas du tout ? Depuis, j'ai beaucoup avancé. C'est-à-dire que même de devoir parler de mon projet, pitcher, donc, que ce soit là en podcast ou vidéo ou en présentiel avec des dizaines de personnes qui te regardent, là, j'ai eu vraiment beaucoup de mal dès le début.
C'est quelque chose sur lequel je suis en train de progresser et c'est grâce aux autres entrepreneurs que j'ai pu tester justement mes différentes approches, mon texte, ma façon de parler pour progresser, quoi. Mais là, tout de suite, les gens avec qui tu travailles, est-ce que finalement tu les considères pas comme les gens qui veulent entreprendre avec toi? Les gens avec qui je travaille actuellement, je les considère comme des collègues de travail ou des amis, mais pas nécessairement comme des cofondateurs, ce qui est différent parce qu'on est vraiment, quand t'es cofondateur ou cofondatrice, t'es vraiment embarqué à 100% dans le projet et tu vas y passer tes jours voire tes nuits. Après, tu peux céder les parts. C'est possible, oui, d'entreprendre à plusieurs en cédant des parts, mais du coup, maintenant que j'ai lancé mon projet depuis plus de 2 ans, que je suis entrepreneur à temps plein depuis plus de 2 ans, c'est compliqué aussi de tomber en phase avec quelqu'un et de se mettre d'accord, et ça, il faut travailler là-dessus, que ça soit à la fois naturellement, mais en même temps, il y a toute une partie administrative qui peut vraiment gâcher la relation. Ah voilà, moi après je te rejoins sur un point, c'est je pense qu'il faut être au moins 2 pour entreprendre. Pourquoi? C'est pas tant que c'est difficile, c'est plus difficile tout seul, mais j'ai eu des clients qui finalement étaient tout seuls et en fait c'est beaucoup plus difficile de prendre une décision seul qu'à 2. Parce que quand t'es seul, tu te parles un peu à toi-même et c'est pour ça que j'ai développé beaucoup de contacts autour de moi. Quand je prends une décision, j'en parle minimum à une dizaine de personnes pour sonder et avoir des avis différents. Après, c'est tout ce que tout entrepreneur devrait faire, c'est sonder les gens autour de soi. Voilà, mais d'un autre côté, si t'écoutes tout le monde, t'écoutes personne. Effectivement. Moi, je fais des sondages. Je travaille sur des sondages. Qui veut gagner des millions? Je vois qui a la meilleure réponse. Et parfois, c'est pas la majorité qui aura raison. Ça sera tes propres choix, tes convictions par rapport à ta vision, toi, de la situation. Effectivement, pas faux. Quel conseil tu trouves le plus important à donner à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat? Alors moi, j'en aurais 3 à donner. Le premier, c'est vraiment de jamais rester seul. Moi, ma plus grande force, justement, c'est le réseau que j'ai construit pendant tout mon parcours. Et dès le début, je me suis orienté vers le Pépite, ensuite qui m'a orienté vers Station F, qui m'a donné un débouché sur l'incubateur de la Croix-Rouge, qui m'a donné également un débouché sur Live for Good, et d'autres programmes d'incubation qui m'a permis à chaque fois de construire mon réseau, être mis en relation avec des partenaires, avoir de nombreux outils à ma disposition et des ressources aussi financières. Et en deuxième conseil, je dirais tester son idée le plus vite possible avec le minimum de dépenses. Donc aujourd'hui, il y a plein d'outils en ligne qui permettent de faire ça. C'est vraiment notre chance en 2022, c'est vraiment d'avoir accès à plein d'outils gratuits en ligne pour se lancer. Que ce soit pour créer des formulaires de sondage, des sites, des landing pages, voire même des applications web facilement réalisables en ligne, ou des applications mobiles. Donc tester son idée le plus rapidement possible pour avoir des résultats, s'améliorer, tirer des conclusions et valoriser le parcours qui a déjà été fait auprès des différents interlocuteurs. Et en troisième, je dirais rester fidèle à sa vision de ce qu'on veut faire de son propre projet. Moi, de mon côté, c'était vraiment que je voulais entreprendre. Condition numéro 1. Condition numéro 2 sur une cause sociale. Condition numéro 3 sur un projet sur lequel je m'éclate, donc qui est de la technologie, de la technique dans ce que je fais. Donc j'ai réussi à réunir les trois dans un projet. C'était le cas des projets d'avant, mais le fait d'avoir changé de projet parce que les conditions ont fait que j'ai dû changer mon approche. J'ai dû même changer carrément de service ou d'offre. Mais je suis toujours resté fidèle à ce que moi j'avais envie à la fin. C'est les 3 points que j'ai cités précédemment. D'accord. Justement, tu parlais dans ton point numéro 2 qu'il y a plein d'outils. Est-ce qu'il y a un outil que tu conseillerais à un entrepreneur? Moi, c'est mon outil de cœur, celui que j'ai découvert en 2021, c'est Bubble. Bubble, c'est un outil qui permet de créer des applications web sans avoir à télécharger sur les stores les différentes applications. Donc depuis un ordinateur ou depuis un téléphone, on peut y accéder via un navigateur. Et ça permet du coup, moi c'est ce qui a permis de lancer en tout cas ma startup, puisque aujourd'hui les clients utilisent mon application que j'ai créée sur Bubble. Et c'est un peu le Photoshop du code. En gros, t'as pas besoin forcément de t'y connaître, juste regarder quelques tutos et tu peux développer ton application en ligne et te lancer sans avoir une équipe de développeurs derrière toi et tester ton idée le plus rapidement possible. Même si ça nécessite un certain niveau de pratique, comme Photoshop. Mais là, c'est pour créer des sites et c'est vraiment... Moi, ça m'a bluffé. C'était vraiment un coup de cœur.
Alors, t'es en train de dire à un développeur que tu préfères utiliser Bubble, mais c'est pas grave, je te remercie. Bah écoute, moi je suis moi-même développeur. Mes 5 ans d'études, je les ai fait dans le code, dans l'informatique. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cet outil parce que c'est une nouvelle approche de la programmation. Je pense que ça va pas remplacer les développeurs et le code, mais c'est vraiment une surcouche supplémentaire au code qui peut vraiment avoir de la valeur ajoutée pour des personnes qui ne savent pas coder. Non, mais Tu tu as raison sur un point. Je trouve que le no-code, je dis pas qu'il va remplacer totalement les développeurs, mais le no-code, c'est quelque chose qui permet, comme ta société, d'inclure n'importe qui. En fait, c'est une inclusion. Tout le monde peut entreprendre maintenant. Tout le monde peut créer son site web. À l'époque, il y avait WordPress. Mais c'est vrai que WordPress, il fallait quand même au moins une notion, un petit peu une notion de code. Et encore, c'est faux. Mais c'est vrai qu'avec le no-code, même mamie Janine, si elle a envie d'entreprendre, elle peut entreprendre. Et c'est vrai que... Et moi, j'ai une philosophie depuis le début, c'est de passer par un parcours que finalement tout le monde aurait pu faire pour prouver que l'entrepreneuriat, c'est accessible à tous. Et par exemple, j'ai utilisé aucun de mes fonds propres pour lancer la startup. J'ai fait aucune dépense personnelle. C'est que par rapport à des leviers que j'ai activés via des concours, des subventions ou des financements extérieurs. Et par rapport au code, par exemple, c'est pas parce que j'ai fait 5 ans d'études en tant que développeur que j'ai pu lancer ma boîte. Non, n'importe qui aurait pu faire la formation que j'ai faite en un mois pour apprendre à coder sur Bubble et me lancer. Et je fais ça pour tout, en fait. Ben justement, tu parles de ne pas utiliser les fonds propres, donc je pense que tu as pris, toi, du temps à créer ton Bubble. Mais qu'est-ce qui, dans ta création de société, t'a pris le plus de temps? Je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler, c'est vraiment l'expérience, accumuler l'expérience dans les différents domaines, apprendre les différentes thématiques liées à l'entrepreneuriat, mais aussi liées à la thématique dans laquelle tu interviens. Donc moi, pour le coup, c'était sur la thématique RH, inclusion et handicap. La vision que j'ai acquise, je l'ai acquis en 2 ans, voire même plus. C'est ça qui m'a pris plus de temps. Et c'est quelque chose que tu peux pas forcément raccourcir, parce que même si tu es tous les jours à la recherche d'informations, ta vision du sujet sur lequel tu interviens et ta construction mentale que tu te fais, elle se fait avec le temps. Donc c'est ça qui m'a pris plus de temps. Après, de manière opérationnelle, c'est vrai que le développement de la plateforme m'a pris beaucoup de temps, même si c'est via des outils no-code, parce que justement, je voulais quelque chose d'assez perfectionné et qui puisse être commercialisable assez facilement et abouti. Et tu as des clients en ce moment? Tu as réussi à avoir des sociétés? Ouais, j'ai quelques clients du coup que j'ai commencé à avoir à partir de fin 2021. Et aujourd'hui, là, j'ai une dizaine d'utilisateurs sur la plateforme payant, et donc du coup, ça me permet de commencer à me rémunérer avant même de faire intervenir des acteurs extérieurs pour des missions ou des futurs recrutements. Est-ce qu'on peut considérer la help tech comme quelque chose d'hyper bankable? Parce que finalement, tu crées pas une blockchain, tu réinventes pas le nouveau pétrole. Est-ce que tu trouves que c'est plus par conviction finalement que par argent qu'on fait ça? Ouais, alors là, on parle du coup d'ESS, l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment un champ thématique qui est vraiment incontournable aujourd'hui. Je pense que ce sera aussi incontournable que les nouvelles technos qui sont en train d'arriver et qui vont faire les économies de demain. Le social et l'environnemental va être au cœur des enjeux d'actualité, des enjeux des sociétés, des enjeux des individus. On voit beaucoup plus d'actions qui sont mises en place, une grosse prise de conscience de la société, et je pense que d'ici 2030, ce sera vraiment incontournable et ce sera nécessaire d'avoir des services et des produits dans ce domaine-là. C'est ce qui va faire que ça va être rentable économiquement. Cette interview est bientôt finie, Robin. Alors, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur et quelle serait ta roadmap? Les sujets sur lesquels je veux vraiment me pencher en ce moment, c'est comment structurer ma startup et vraiment stabiliser tout ce que j'ai créé jusque-là, parce que c'était vraiment les fusions pendant 2020-2021, ça partait un peu dans tous les sens. Vraiment, ça va être de canaliser tout ce que j'ai fait pour pouvoir capitaliser sur tout ce que j'ai créé. Et donc, ça passe par structurer tout mon environnement virtuel, Notion, etc., pour vraiment que ce soit clair, pour que d'autres personnes puissent me rejoindre et avoir le même niveau de connaissance que moi, et continuer de développer mes offres de services aux entreprises via des partenaires. Merci Robin, c'est vachement enrichissant ce que tu viens de nous dire. Je trouve que c'est
très important que des gens comme toi viennent apporter leur aide. En fait, c'est quelque chose qu'on ne pense pas souvent, mais la EdTech devrait être un peu plus mise en valeur. Moi, ma philosophie, c'était de dire, quitte à travailler dur, à donner toute mon énergie pour réussir professionnellement et à m'impliquer à 100% dans mon travail, dans ma vie professionnelle, autant le faire pour une cause qui réussit à d'autres personnes. Et donc c'est comme ça que j'avais envie de faire rayonner positivement mon métier. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout. Et pour ça, je vous en remercie du fond du cœur. Vous retrouverez toutes les informations de contact de Robin dans la partie ressources. On se retrouve la semaine prochaine. J'aurai le plaisir de recevoir Mélina Dubois, créative spécialiste. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. Et à partager l'épisode autour de vous. Au revoir. Pitch ta boîte, pitch ton job.